traditionnelles, l'attribution des terres, etc. Enfin, sont évidemment au cœur du sujet. Moi, ma question, c'est quel est le mécanisme que l'AFD met en place pour le contrôle de toutes les aides qu'il donne aux États, au public, au-delà de la signature d'une charte d'éthique ou une charte d'intégrité. Et nous, dans le cadre de toutes les investigations ou des missions que nous avons eu à faire, on a constaté que toutes ces listes-là, toutes ces cases en griffe ont été cochées par des gens, et après, mais qui n'ont rien à faire de ça, une fois que vous avez fait. Alors, quel est le mécanisme que vous mettez en place pour lutter contre ça? La charte éthique, c'est interne à l'AFD. On a tous, nous, agents de l'AFD, reçu une charte éthique avec des engagements, et on a signé et on s'engage à la mettre en œuvre et à la respecter, évidemment. Et puis, sur la lutte anti-blanchiment, oui, il y a énormément de choses qui sont faites, notamment au niveau bancaire. C'est extrêmement poussé au niveau des banques avec lesquelles on travaille. Il faut vous dire que pour rentrer en relation avec une banque, au-delà de connaître son actionnariat et puis de remonter, parce que vous savez, on remonte. Si dans l'actionnariat il y a une société, on cherche les actionnaires de la société. Si dans les actionnaires de cette société il y a une autre société, on recherche les actionnaires jusqu'en haut de la chaîne. Bon, après, quand c'est trop minime, on s'arrête, mais ça veut dire que ça va assez loin. Mais il y a aussi tout ce qui... ça, c'est la connaissance des actionnaires. Et après, il y a aussi toutes les procédures. Alors là, les procédures, pour nous, travailler avec une banque, il faut qu'elle ait des procédures de connaissance des clients qui soient extrêmement fortes, sinon on ne peut pas. Et ce qui nous pose des problèmes, parce que parfois il y a des banques qui nous demandent, et on ne peut pas leur dire comme ça en direct, donc on essaye de trouver une façon de dire, mais en fait, si on est bloqué, c'est parce qu'on trouve que ça ne va pas. Si vous avez, je sais pas, vous remontez dans la banque et vous trouvez un fonds russe, alors là c'est tout un débat, qu'est-ce qu'on fait ? Propriété intellectuelle, oui, bah ça contribue évidemment à tout ce que je viens de dire, et vous parliez de comment contrôler, moi j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc ça va dans tout ce que j'ai dit sur les non-objections, le suivi, la supervision, les audits, évidemment les contrefaçons, tout ce qui est respect des normes est au cœur de tout ce suivi-là. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on aura l'occasion de vous rencontrer. Quand une entreprise s'engage envers le Global Compact, ou même une non-entreprise maintenant, c'est le dirigeant qui s'engage à intégrer les principes au cœur de sa stratégie dans son entreprise, dans ses opérations. Et la communication sur le progrès, c'est en fait montrer ce qui a été fait en interne. Donc c'est simplement refléter ce qui a été fait. Donc ça fait souvent peur, mais finalement si vous faites des choses, si vous êtes engagé, il suffit de l'expliquer. Et puis si vous avez eu des difficultés, que vous n'avez pas pu faire des choses, il faut aussi l'expliquer. C'est vraiment un principe de transparence. Voilà, alors concrètement, c'est une fois par an. Vous devez télécharger une fois par an un document qui prend finalement la forme que vous voulez. Ça peut être votre rapport annuel, du moment qu'il y a les informations dedans. C'est très flexible, ça peut être une page, ça peut être autant de pages que vous voulez. Voilà, tout ce qui compte, c'est qu'il y ait 3 parties. Donc, quelques lignes du dirigeant. Signé du dirigeant, où il renouvelle son engagement vers le Global Compact. C'est fondamental pour qu'on soit sûr que l'entreprise continue à faire des progrès. Alors, deuxièmement, c'est les progrès de l'année. Donc, sur les 4 thèmes. Je vous rappelle que les thèmes, ce sont les droits de l'homme, les normes internationales du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Donc sur ces 4 thèmes, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors souvent les actions peuvent se rejoindre, voilà, vous n'êtes pas obligé de classer par thème, c'est vraiment comme vous voulez. Et puis, troisième partie, c'est des indicateurs. Quels résultats vous avez obtenus? Si vous n'avez pas pu avoir de résultats, pourquoi? Et puis, est-ce que vous avez fixé des objectifs voilà, pour vos progrès? Donc la langue, vous pouvez tout à fait faire le document en français. C'est vraiment la langue que vous voulez. Et puis, lorsque votre document est prêt, vous vous identifiez sur le site du Global Compact, vous répondez à 2-3 questions, ça va très vite, et puis vous téléchargez ce document sur le site du Global Compact. Il devient donc accessible à tout le monde, dans toute la planète, vous pouvez avoir votre document disponible. Voilà. Alors ça, je vais aller très vite, mais en gros, c'est pour avoir une idée au niveau des délais. Alors quand vous rejoignez le Global Compact, vous avez 1 an pour faire votre première communication sur le progrès. Donc pendant cette année-là, il va falloir, donc déjà, si vous partez de zéro,
peut-être que ça ne vous concerne pas si vous avez déjà mis en place des actions, mais si vous partez de zéro, il va falloir commencer à trouver des axes de progrès et définir des politiques qui vont impliquer vos collaborateurs et puis mettre en place des premières actions qui vont vous permettre de faire cette COP, la première COP. Donc sur 2 thèmes. Voilà. Puis mettre en place des indicateurs, faire le suivi et intégrer les 2 autres thèmes pour être ensuite, au bout de la 3e année, GC active. Voilà. Ça, c'est un schéma compliqué de New York qui explique qu'au début, on est learner, donc 2 thèmes du Global Compact, et puis active. Et puis, si vraiment vous êtes bon, vous pouvez devenir advance et leadership, mais ça pourrait être l'objet d'une autre intervention. Alors, il y a énormément d'outils qui sont disponibles pour vous aider à faire cette COP. Donc, d'abord, le niveau learner, seulement 2 thèmes. Donc, ceux qui sont les plus accessibles pour vous la première année suffisent. Voilà. Il y a également la possibilité, avec vos identifiants sur le site de New York, au lieu de faire un document spécial, de répondre directement, de remplir le site. Il y a des questions et ils vous demandent les renseignements. Voilà, ça vous permet de ne pas faire un document Word spécial. Voilà, ça vous prend 5 minutes à aller remplir les informations et c'est assez facile pour commencer. Si vous avez des soucis, vous pouvez demander des délais pour reporter la date butoir. Ça, c'est aussi facile. Donc voilà, tout ça fait que c'est assez flexible. Il ne faut pas que ça vous fasse peur de faire une COP. Et puis nous, l'association française, dans le cadre notamment du partenariat avec l'AFD, on est là pour vous aider à faire ces COP, à mettre en place des actions de progrès, à vous conseiller, à relire vos COP, à vous aider à les poster sur le site. On fait des guides en français, parce que New York fait plein de sites compliqués en anglais. Nous, on les traduit, on les simplifie. Donc ces guides sont accessibles pour vous, si vous voulez. Il suffit d'aller soit sur notre site, soit de m'envoyer un mail. Vous aurez mes coordonnées après. Et puis on est là aussi pour répondre à vos questions. Quel bénéfice quand même, parce que ça fait beaucoup de travail pour finalement quel but. Alors cette COP vous permet vraiment de formaliser votre démarche, c'est-à-dire que vous avez certainement beaucoup de motivation à faire des progrès malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Mais c'est important d'en faire le suivi, de faire chaque année le point sur ce qui a été fait, quels sont les objectifs. Voilà, ça vous permet d'avoir une vraie démarche de progression. Et puis du coup d'en parler avec vos parties prenantes, avec vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients, et de mobiliser vos équipes. Si vos collaborateurs savent que vous avez des valeurs, ils ont encore plus envie de s'impliquer dans leur travail et de vous aider. Voilà. Ça apporte également des garanties à votre engagement dans la RSE. Donc, puisque vous avez un document où vous parlez vraiment de ce que vous faites concrètement, ça paraît quand même beaucoup plus crédible que si simplement vous dites « je fais ça ». Voilà. Et puis, vous avez accès à une base de données de progrès, parce que votre document que vous avez posté sur le site de New York, il y a 8000 autres entreprises qui font la même chose, et vous pouvez accéder à leurs documents donc, en cherchant par pays, par secteur d'activité, par année d'adhésion, enfin plein de critères comme ça qui vous permettent d'aller voir ce que les autres font et de vous en inspirer. Toujours dans une optique d'échange. Voilà. Oui, donc maintenant concrètement, on va avoir un exemple. Donc, une structure basique d'une COP, mais assez idéalisée. Hein, donc, c'est juste pour vous donner une idée. Premièrement, mot du président. Alors ça, c'est pas pour learner. Hein, c'est pour dès la 2e année qu'on doit parler des 4 thèmes. Ensuite, pour chaque thème, c'est parler de la description des actions et des indicateurs chiffrés. Voilà, pour à chaque fois chaque thème. Mais c'est vraiment pour vous donner une idée et pour que tout soit abordé. Et maintenant, je vais demander à la directrice Madame la directrice de SG Consult si elle peut venir présenter dire un petit mot sur sa COP. Madame. Bon, je suis là depuis 30 ans en Côte d'Ivoire. Et depuis mon engagement dans le Global Compact, j'ai créé un cabinet en 2005 qui est un cabinet qui accompagne en fait à la fois moi-même et les entreprises dans une démarche sociétale. Donc c'est vrai que le COP c'est pas difficile, mais on est tellement pris dans le day-to-day que on le met en place dans sa démarche, mais souvent on ne l'écrit pas. Voilà. Donc moi je me suis appuyée sur des thématiques et depuis 2005 j'accompagne certaines entreprises dans cette démarche et certaines grandes entreprises dans la création de fondations d'entreprises. Donc je décris les points en fait. Bon, la première c'est celle de mon époux, je ne vais pas vous cacher un secret. Donc
C'est une entreprise qui fait de l'exportation à 100% de fruits tropicaux et qui, dès 2007, s'est engagée dans des démarches de certification, notamment des démarches de type ISO avec Global Gap, Bio, Tesco. Et cette année, c'est une démarche de différenciation par rapport au secteur aussi, parce que c'est aussi un engagement dans le développement. On a choisi de s'engager dans une certification Fairtrade, commerce équitable, donc côté employeur. Ça sera la première entreprise, si nous l'obtenons, à avoir cette certification, qui est une certification avec plus de 300 points de contrôle. Voilà. Actuellement, nous sommes dans la phase d'ici, on a un mois pour obtenir le lèvement ce qu'on appelle majeurs. Il y a les majeurs et les mineurs. Voilà, donc c'est pas simple, mais ça nous oblige même jusqu'au champ. Vous parliez d'engagement. Toutes les parties prenantes sont engagées, et même à travers nos collecteurs dans les champs, on devra s'inquiéter de ce qui se passe. C'est-à-dire les habiller, voir s'ils sont bien payés, s'il y a des contrats. C'est pas toujours le cas, parce que dans le secteur agricole, vous l'évoquiez tout à l'heure, mis à part les titres fonciers, il y a aussi l'engagement du secteur informel dans sa formalisation. Voilà, donc on travaille beaucoup avec des communautés et c'est pas toujours facile. Quant au travail des enfants, là on s'y inquiète tout le temps, puisque quand on arrive sur les sites, il y a aussi les femmes qui travaillent, et souvent elles viennent avec leurs enfants. Voilà, donc voilà un petit peu le point 1. Le point 2, c'est un projet qui me tient à cœur, hein, c'est signature avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Au milieu, il y a aussi une thématique, donc c'est s'engager à leur côté sur toute la sensibilisation du secteur public-privé dans l'explication et la sensibilisation au développement durable. Voilà. Parallèlement, le dernier volet, parce qu'il y a... Bon, il y a aussi l'engagement, je disais tout à l'heure, sur la RSE des entreprises, et notamment des fondations d'entreprises, puisque mon cabinet a accompagné Orange et Côte d'Ivoire Télécom dans la création de sa fondation en 2006, qui était une des premières fondations d'entreprises. Actuellement, je termine celle de la CIE, et j'en ai une autre sur le pipe, dont je vous parlerai quand elle verra le jour. Ce sont souvent des grosses, mais ça ne veut pas dire que les petites ne peuvent pas s'engager dans la RSE. Ce qui est très important, c'est qu'on entend beaucoup d'engagement de grosses structures, de grandes ONG. J'ai créé aussi, je suis membre fondateur d'une ONG qui s'appelle Ivoire Développement Durable, qui est accompagnée par la Fondation Accor et par le groupe Tullow Oil, sur l'éco-citoyenneté dans les écoles et sur des créations de coopératives villageoises avec des ambassadeurs des entreprises du groupe Accor qui accompagnent dans leur village des jeunes pour éviter l'exode rural et leur donner du travail rémunérateur qui permet d'avoir une famille, de mettre à l'école. Vous voyez, on est engagé avec cette ONG dans 26 écoles. Le groupe Palmsy nous a choisi par rapport à ce projet, et donc on les accompagne dans 29 écoles pour 2013-2014. Et on travaille aussi aux côtés des cantines scolaires, parce qu'on pense que donner du travail aux femmes dans les coopératives de femmes qui accompagnent les cantines, c'est aussi un engagement de responsabilité sociétale et sociale des entreprises. Voilà, donc en matière de lutte contre la corruption, qui est le thème d'aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, au quotidien, on se bat, mais c'est pas très simple. Voilà, je vous remercie. Non, ne bougez pas. Alors, moi, je vais vous donner l'exemple de l'APEXI. La semaine passée, nous avons organisé avec un organisme bancaire de la place une séance d'information de nos employés. Et disons qu'au départ, j'étais un peu sceptique. J'en ai informé le directeur général qui m'a donné le feu vert. En fait, c'était quoi? C'est que nos employés ont toujours les préoccupations quotidiennes, c'est-à dire le petit salaire qu'on a, il faut le dépenser. Alors qu'il y a aujourd'hui des possibilités d'investir, disons d'épargner d'abord, et d'investir dans des actions, surtout au niveau des sociétés de gestion intermédiaire, comme je peux citer, c'était à la BNI qu'on a organisé ces séances de formation. Et en fait, ça donne une ouverture à nos employés qui a des possibilités d'épargner pour investir dans le futur, surtout pour les enfants, pour l'éducation, parce que quand vous achetez une action, c'est dans peut-être 5-10 ans que cela va rapporter. Et donc nous sommes également en train de faire cette démarche. Je pense que ce sont ces genres d'informations que le groupe Compact a besoin.
Parce qu'en fait, ça vous permet de donner la possibilité à vos employés de s'épanouir. Le deuxième exemple, c'est celui du CIMAT, qui est représenté ici par Madame Éolier, qui est là. Madame Éolier, qui est une PME ivoirienne dans la consignation maritime, et qui a travaillé, et qui a, disons, plus de 85% d'employés jeunes. Et même la parité, je crois qu'aujourd'hui, même la femme est... Vous êtes plus nombreuses, non? Bon. Voilà, donc c'est une partie. Donc ce sont ces exemples-là qu'il faut faire ressortir dans le COP. Parce que vous faites des choses, mais vous ne savez pas exactement ce que ça peut, ce que ça représente. En tout cas, merci à Séverine. Je pense qu'on doit lui donner un grand banc. Merci. Vas-y. Bon, ça c'est juste un petit tableau qui récapitule les difficultés que vous pouvez rencontrer, mais face aux avantages. Donc en gros, je vous en ai déjà parlé, c'est connaître sa situation, donc savoir où on va aussi, se fixer des objectifs, pouvoir faire du suivi, pérenniser sa démarche, pouvoir communiquer dessus, et puis c'est quand même une démarche flexible. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a toujours des solutions face à ces difficultés. Voilà. Donc, il y a un nouveau mécanisme au Global Compact depuis le 31 octobre, donc c'est très récent. Ça concerne les participants qui ne sont pas des entreprises. Donc, je sais qu'il y en a pas mal dans le réseau ivoirien. Je vais juste en parler 2 minutes de ce qu'on va vous demander dans ce cadre. Alors, pourquoi ça s'appelle une communication sur l'engagement? Donc, pourquoi une communication sur l'engagement? C'est parce qu'en fait, le Global Compact est à la base destiné aux entreprises, mais il a été ouvert aux autres participants et on s'est rendu compte qu'il y a quand même 3000 non-entreprises qui participent au Global Compact dans le monde. Donc, il fallait un peu leur permettre de s'engager et éviter aussi quelques dérives parce que certaines entreprises, pour ne pas faire leur COP, se mettaient en tant que non-entreprise. Voilà. Alors, concrètement, dans une communication sur l'engagement, c'est un peu une COP simplifiée. C'est tous les 2 ans à la place de tous les ans pour les COP. Il n'y a pas de niveau de différenciation. Il n'y a pas de learner, active, advance, ça n'existe pas. Par contre, comme pour la COP, si vous ne communiquez pas, si vous ne faites pas votre COE, vous serez expulsé au bout d'1 an. En gros, si vous adhérez, vous avez 2 ans pour la faire. Si vous n'avez toujours pas fait, vous avez 1 an de non-communicant et après vous êtes expulsé. Vous avez 3 ans autour. Vous avez parlé du partenariat avec l'AFD. Nous, depuis 3 ans, nous essayons d'encadrer les entreprises. Parce que nous sommes une petite ONG, c'est vrai, mais nous avons la capacité, nous avons déjà mobilisé